Bonjour à tous ceux qui se connectent. On vous précise, et on va continuer à le préciser jusqu'au début de la présentation, que cette présentation est enregistrée. Alors, on entend beaucoup de monde, je veux dire, pour cette présentation. On en est déjà à 85 participants. On vient de dépasser les 100. Donc, je le redis, pour les participants qui viennent de nous rejoindre, la présentation va être enregistrée. Bonjour Joséphine. « 126 participants, tu veux qu'on y aille, Clarisse ?» Oui, j'attendais le 14h05. Les 5 minutes Bien. pile. Les 5 minutes, 5 minutes de officielles. pile. Voilà, Ça marche. ça En tout cas, marche. bonjour à toutes et à tous qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, je confirme pour ceux qui n'entendaient pas, normalement, s'il y a du son, on était un peu silencieux, mais normalement, j'espère que vous nous entendez tous. Et J'espère. vous êtes filmés, alors n'hésitez pas à sourire. Mais voilà, mais l'enregistrement, ça a mis en replay. De toute façon, donc voilà. Ça y est, 14h05. On va plonger. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir cet après-midi pour vous présenter les enseignements du pilote de traçabilité de la filière habillement. Je rappelle que, comme l'a dit Stéphane, vous êtes filmé parce que ça sera diffusé en replay. Donc, également dans j'allais dire, le mode opératoire, posez vos questions sur la zone conversation. Et les questions seront posées à la fin de la présentation pour qu'on puisse effectivement vous répondre. Alors, autour de la
table, si j'ose dire, je vous présente donc Stéphane Popescu de Causé 360 ou 361, qui a, j'allais dire, piloté techniquement le pilote traçabilité. Nous avons également Nora Issilam de Kiabi qui apportera un témoignage, ainsi que Mélanie Duguet qui est chez la marque Idano, Caroline Poulet-Matisse de la marque Isabelle Marant, et on a également Vanessa Lebris de Causé 361 qui a, j'allais dire, largement participé à cette mission. Donc, en introduction, le défi pour le compte du comité stratégique filière à mener ce pilote de traçabilité. Le défi, en quelques mots, c'est une mission d'intérêt général qui est de soutenir et d'accélérer le développement et la transformation des acteurs de la mode. On agit depuis 2018 pour la mode responsable, avec comme objectif principal la réduction de l'impact du secteur. Et notre conviction, c'est que cet impact peut être réduit grâce à deux grands piliers, la traçabilité et l'éco-conception. Donc, moi-même, je suis directrice générale du DEFI, je suis également directrice générale du Centre technique IFTH, qui est le Centre d'innovation des textiles avancés. Et je suis avec Élise Desrudes du DEFI, qui a suivi de façon extrêmement précise ce pilote. Donc, en quelques mots, le pilote habillement. Le pilote habillement, nous avons eu 13 entreprises qui ont participé à ce pilote. Donc, avec des enseignes dont vous avez vu Idano qui habille Isabelle Marant, mais nous avons aussi eu d'autres marques très variées comme Chantel, création d'images, Marine Serre, Tape à l'œil. Et outre les personnes que je vous ai présentées, on a eu un gros investissement des fédérations de l'habillement, et je voudrais vraiment saluer notamment Adeline Dargent, Karine Spar, Steren Lered, Pierre-Alexandre Renaud et Joséphine Riemas, qui d'ailleurs passe sa soutenance dans 2 jours sur sa soutenance de thèse sur ces sujets. Donc, les objectifs de ce pilote, c'était d'identifier les étapes avec à minima une indication de pays jusqu'à la filature, faciliter la mise en conformité à la loi AGEC, et aussi de voir dans quelle mesure les solutions de traçabilité pouvaient permettre la collecte de données environnementales. En quelques très, très, très grands chiffres, avant de plonger plus dans le détail, au préalable, on a étudié, avec Causé 361, 22 solutions. Il y a 8 solutions qui sont sorties du lot, et le groupe d'entreprise a décidé d'en choisir 2 et de mener l'expérimentation avec 2 solutions. Une première, Retrace, qui est une solution de traçabilité ascendante ou descendante au service de toute la chaîne de valeur, et une solution Fairly Made, qui est une solution de traçabilité ascendante au service des marques. Donc, ensuite, le périmètre produit, c'est à toi, Stéphane. Si tu Yep. veux Je donner prends la un main. peu plus d'éléments. Donc, effectivement, ce pilote, on a voulu qu'il soit représentatif de la filière habillement. Et donc, on a déjà des 13 marques que je remercie encore une fois d'avoir participé de plusieurs segments. Au global, ça nous a permis de travailler sur un périmètre produit de 65 produits qui sont alors, répartis en plusieurs familles de produits. Donc, on n'a pas la représentativité ISO pour tous les segments, mais c'est pas très grave, c'est intéressant puisque derrière ces produits se cachent des filières différentes, des façons de travailler différentes. C'est aussi le graphique de droite avec une typologie d'achat en fonction des entreprises sur du produit fini ou de la façon. L'idée pour nous, encore une fois, était de tester un maximum de modèles différents par rapport à la traçabilité et les solutions en particulier, pour voir quels étaient les plus et les moins par rapport à l'état du marché durant ce pilote.
Voilà, grosso modo, pour le périmètre. Donc, on considère quand même qu'il est assez représentatif. Et je vais passer la parole du coup à Mélanie Duguet pour un premier retour d'expérience. C'est aussi l'objectif de ce webinaire, c'est qu'il n'y ait pas que nous qui vous fassions un retour sur les enseignements, mais que les marques témoignent avec leurs pairs sur ces sujets-là. Donc, Mélanie, je te laisse. Bonjour. Moi, je suis Mélanie Duguet. Je travaille à la fois pour l'Atelier Marais, qui est fournisseur de prêt-à-porter pour des marques plutôt premium, mais aussi pour Idano, qui est une marque premium. Ce qui était intéressant lors de ce pilote, c'est qu'on avait ces deux casquettes en tant que fournisseur et en tant que marque. Donc, des problématiques un peu différentes, mais qui se retrouvaient quand même. Lors du pilote, donc on a d'abord fait notre cahier des charges tous ensemble avec beaucoup d'échanges, de partages. C'était très intéressant de se rendre compte que peu importe les entreprises, leur taille ou même ce qu'elles vendaient, on avait les mêmes problématiques. Donc ça a été très intéressant. Stéphane appelait ça notre liste au Père Noël parce qu'après on allait les montrer à nos solutions de traçabilité pour essayer de tout avoir, ce qui était totalement impossible à l'heure actuelle. Donc, on a d'abord commencé par notre cahier des charges et puis est venu le moment de rencontrer ces 8 plateformes. Donc, ils nous ont montré leurs solutions, on en a parlé, on a fait des grilles de notation, on a pas mal échangé aussi sur ces moments-là, savoir ce qui était le plus important aussi dans nos listes, ce qu'il fallait absolument mettre en avant aussi les traçabilités ascendantes et descendantes. On n'en avait pas forcément conscience à la base, donc c'est pareil, ça a été une remise en question aussi de chaque marque, de savoir ce qui est important pour elle. Et donc après est venue l'heure du choix et du test, qui a été fait finalement sur un petit laps de temps parce qu'à la base on devait voir que 4 plateformes et puis on a poussé pour en voir 4 de plus, donc on a grignoté un petit peu de temps, mais qui a été très intéressant aussi parce que finalement les 2 plateformes qui ont été testées ont été dans le deuxième lancement de plateforme, deuxième présentation. Nous, on a décidé d'essayer Retrace parce que finalement, en tant que fournisseur, on avait déjà testé plusieurs plateformes via nos clients. Donc, Retrace, on ne les connaissait pas. C'est ceux qui nous ont paru le plus collés à notre façon de travailler parce qu'en fait, déjà, le fournisseur, il a vraiment un espace à lui. Il n'y a pas que la marque, en fait. Il y a vraiment un côté fournisseur qui peut avoir sa traçabilité et son logging, sa plateforme à lui. Donc, on est parti avec eux, avec des embarquements de fournisseurs, beaucoup de fournisseurs, beaucoup de monde qui ne parlait pas beaucoup. Donc, en fait, on passait beaucoup de temps et on ne savait pas si les messages étaient bien passés. Donc, on s'est ajusté aussi au niveau des embarquements des fournisseurs. Et puis, finalement, ça s'est bien passé, à tel point qu'on a signé avec Retrace au niveau de l'atelier Marais. Donc, on travaille avec eux depuis janvier. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie, effectivement, pour ce témoignage sur l'introduction. Donc, effectivement, si je synthétise un petit peu les points que vient d'aborder Mélanie, important dans la préparation du projet, on en reparlera à la fin, mais effectivement d'être prêt en interne sur tous ces sujets-là, parce que c'est vrai que c'est assez conséquent. Donc, il faut effectivement, on en reparlera, une équipe et un plan par rapport à ça. Intéressant sur ce pilote de l'avoir fait de manière collaborative avec d'autres marques. C'est un peu l'innovation qu'on a apportée à travers ce pilote-là. C'est pas en one-to-one avec une solution, mais c'est 13 marques ensemble qui ont collaboré et qui ont permis, entre guillemets, d'avoir des choix collectifs, on va dire. Et deuxième sujet, l'embarquement effectivement des équipes en interne, mais aussi des fournisseurs, qui est un sujet clé sur la traçabilité. On y reviendra un peu plus tard. Là, Mais c'est vrai, ce qui a été dit. Nous, ce qui nous a surpris au tout début, c'est que quelles que soient les marques, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur maturité sur le sujet, puisqu'on avait aussi des marques qui avaient déjà des solutions de traçabilité, elles se trouvaient toutes confrontées au même problème. Donc ça a été la grosse surprise du début. C'est donc un sujet complexe. tout à fait. Et cet enseignement, vous le verrez aussi dans les autres pilotes qui sont conduits par le comité stratégique filière Modélux. On en a 3 autres de pilotes, un sur le textile,
un sur le cuir et un sur le Le lin. lin. Et en fait, enfin, c'est pas peu importe, mais toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur sont concernées par ce sujet-là et ont pas mal de synergies aussi bien dans les freins que dans les solutions. Donc, c'est un sujet qui est éminemment collaboratif. Nous, c'est ce qu'on adore chez Cause, hein. Le CO de Cause, ça veut dire collaboration, parce qu'on a une croyance forte là-dessus. Et donc, il y a vraiment un sujet collaboratif. Ça ne peut pas être mené, enfin, ça peut, mais c'est difficile de le mener de manière isolée. Et ça appelle effectivement une collaboration, voire une compétition bon, quand on parle sur le même maillon. Mais c'est assez, un enseignement qui est assez fort et qu'on va retrouver régulièrement. Mhm. Donc, ce qui fait du sens. Au niveau des résultats, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps sur ce pilote et enfin sur ce webinaire, on veut vous laisser la parole pour avoir pas mal de questions et de réponses avec nous tous. Donc on va avancer directement sur la phase de résultats, même si les phases d'amont ont mis un certain temps sur ce pilote-là. On va vous présenter plusieurs résultats clés de ce pilote. Tout d'abord, pour en revenir aux objectifs qui ont été décidés pour le pilote, à savoir de nouveau identifier les étapes avec le pays minimum jusqu'à la filature, faciliter la mise en conformité réglementaire et faciliter la collecte de données environnementales. Parce que rappelez-vous, dans le temps, les objectifs de ce pilote ont été mis en place courant 2021, début 2022. Là, nous sommes quasiment un an après, donc effectivement, il faut remettre ça dans sa perspective. Concernant le premier objectif, qui était effectivement de pouvoir identifier à minima le pays des étapes de production sur ce périmètre produit de 65 produits. On se rend compte que l'objectif est globalement atteint à 51%, c'est-à-dire que pour plus de la moitié des produits, on est arrivé jusqu'à la filature et certains jusqu'à la fibre. Donc là, on a découpé ces phases en 4 rangs. Bien sûr, il y en a bien plus quand on va dans le détail. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que la majorité sont arrivés à ce niveau-là. Sur le reste qui n'est pas arrivé à ce résultat-là, on a eu plusieurs freins dont on reparlera, mais notamment la confidentialité est un vrai sujet clé comme dans la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on gère la confidentialité des données? Qu'est-ce qu'on peut échanger? Qu'est-ce qu'on ne peut pas échanger? Le temps et la priorisation des sujets, c'est un vrai sujet aussi qu'on a pu avoir. On a lancé ça dans les vacances et tout. Bon, ça mobilise beaucoup de temps, de travail de toutes les parties prenantes, ça c'est sûr. Le relationnel avec la chaîne de valeur, quand on a une petite marque ou des petites quantités, c'est une difficulté de leur demander à des grands fournisseurs, entre guillemets, d'avoir des informations. Donc, toujours ce côté relationnel, voire rapport de force dans certains cas. Un frein sur les outils informatiques aussi. Ça demande de la data, hein, c'est les données qu'on est allé chercher. Et parfois, ça demande d'avoir, aussi bien au niveau des marques que des fournisseurs, des systèmes d'information qui soient assez réactifs et importants. Et enfin, quand on travaille avec la France comme l'étranger, un manque potentiellement de sensibilisation ou de connaissance des fournisseurs sur le push réglementaire qu'on est en train de vivre depuis 2020, qui fait qu'un fournisseur à l'autre bout du monde n'est pas forcément au courant de ce que demande la France ou l'Europe, et donc n'a pas forcément la conscience de l'importance de cette demande-là. Donc autant de freins qu'on va lever au fur et à mesure, mais qui expliquent en partie ce résultat, mais qui reste quand même globalement intéressant. Deuxième objectif clé, c'était de faciliter la mise en conformité, notamment à l'époque avec l'article 13 de la loi AGEC, demain avec le reste du package de la loi et climat et résilience et au niveau européen. Là, on s'aperçoit sur ce graphique-là qui nous montre, entre guillemets, sur tous les produits, à quelle étape du cycle de vie, on va dire, enfin du cycle de production, on est arrivé. On s'aperçoit quand même qu'on a pu, comme je vous le montrais, qu'on a pu quand même aller assez loin et que pour 38% des produits, on va jusqu'à la filature, c'est assez intéressant. Voilà, s'il y en a quelques-uns qui en amont n'ont pas passé l'étape de la finition ou des assemblages, c'est plutôt pour des problématiques liées encore une fois à la confidentialité. Dès qu'on arrive à peu près au niveau du lissage, on commence à être plus dans une histoire de technicité plus que de volonté, de barrière de volonté. Mais c'est assez intéressant de voir que sur ce pilote-là, on est allé quand même assez loin. C'est assez intéressant et qu'on est capable, avec les outils de traçabilité, de répondre à, notamment sur l'origine des étapes, donc ce qu'on appelle nous un indice de traçabilité. Ça facilite le travail là-dessus. C'est ça qui est important à garder comme message. Ensuite, il y avait pareil sur la conformité sur les autres points, entre guillemets. Donc, là, je synthétise les points clés sur l'article 13. Traçabilité, donc à 75%, ça nous a servi. Le contenu recyclé à 100%. Sur les microplastiques, c'était un peu plus léger, mais quasiment, c'est aussi assez gros. Là où on rencontre une vraie difficulté et qui va devenir de plus en plus importante, c'est sur les substances chimiques.
pour plusieurs raisons, mais grosso modo parce que un problème d'identification de ce que c'est que, enfin, quelles sont les substances qu'on cherche, comment est-ce qu'on les qualifie, comment est-ce qu'on les collecte, comment est-ce qu'on les nomme, qu'on les identifie et comment est-ce qu'on communique en-delà de nos fournisseurs dans toute la chaîne. Derrière ces substances chimiques, il y a des fournisseurs de substances chimiques. Et c'est un autre monde. Et c'est un peu une boîte noire. C'est un peu une complexité qu'on va devoir de plus en plus essayer de relever. Mais grosso modo, si, au global, c'est quand même des points positifs sur les principales demandes de AGEC. Donc, de nouveau, la traçabilité et les solutions qu'on peut trouver maintenant facilitent et aident à répondre à la mise en conformité avec la loi AGEC et vont aider aussi, plus que la mise en conformité, à pouvoir effectivement prendre le pas sur le timing réglementaire et à travailler notamment sur l'impact environnemental. Donc, c'est justement le slide d'après, où là aussi, on est allé chercher, alors on était au tout début, hein, donc en 2021-2022, on est allé chercher des données environnementales sans aucun cadrage précis là-dessus. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est toujours pas clair sur quelles sont les données minimum qu'on va demander, que ce soit sur une méthodologie française ou européenne. Du coup, on a laissé le champ libre sur ça au niveau des solutions et des marques. Et en fonction des produits, on s'aperçoit qu'on a pu, et des marques, on a pu recevoir plus ou moins des informations sur les données environnementales qui nous ont servi effectivement à préparer la question de l'affichage. Mais là, encore une fois, beaucoup de choses. Néanmoins, ça demandera d'être cadré une fois qu'on aura des certitudes, on va dire ça comme ça, sur la liste des données. Néanmoins, on peut déjà d'ores et déjà commencer à travailler sur le sujet à travers la traçabilité. Et là, encore une fois, ça facilite ce travail-là. C'est le principal message. Voilà pour ce slide. Alors, on va passer aux enseignements parce que, outre, j'allais dire, on vous passe les difficultés éventuelles, on a voulu mettre en avant des enseignements pour vous, entreprise. Alors, tout d'abord, spoil, pas de solution parfaite malgré un périmètre limité. Parce qu'effectivement, Stéphane s'est concentré essentiellement sur la réglementation. Nous, au défi, au-delà de la réglementation, je veux dire, on se rend bien compte et on travaille, comme on vous l'a dit, sur la mode durable, à apporter des solutions, des informations aux entreprises de 2018. Le sujet environnemental est très vaste et d'ailleurs, ça adjoint aussi le sujet RSE, social. Une solution de traçabilité, ça doit être aussi, j'allais dire, pour permettre aux entreprises de mettre en place la politique RSE qu'elles souhaitent. Et on s'aperçoit donc que c'est effectivement plus compliqué. Et sauf si vous avez un très fort effet de levier, un très fort, j'allais dire, très fort force de conviction, j'allais dire, vis-à-vis de vos sous-traitants. Je pense notamment aux très, très grandes enseignes, mais je ne suis même pas sûre que les très grandes enseignes françaises soient dans ce cas-là. Ou si vous êtes dans le luxe, avec une chaîne de sous-traitants très spécifique, il n'y a pas de solution aujourd'hui parfaite. Alors, tout d'abord, des freins structurels. D'abord la complexité, hein, vous le savez tous. En fait, l'habillement aujourd'hui, avec la vague de délocalisation, je dois dire, est extraordinairement complexe. Il peut y avoir jusqu'à 46 étapes entre le produit et, je veux dire, la fibre. Donc il y a aussi les accessoires, le fil. Donc tout ça est extraordinairement complexe avec des sous-traitants, des sous-sous-traitants de différents rangs. Le premier point, c'est que quand on parle, j'allais dire, de data, eh bien, les data ou les données, les demandes d'informations ou les informations que l'on demande plus exactement auprès des sous-traitants, ça ne veut peut-être pas dire toujours la même chose. Et c'est un premier biais. Le deuxième biais, il y avait d'ailleurs une question à ce sujet, c'est la difficulté à vérifier les données. Sur beaucoup de sujets, il y a tout de même des données où il faut se reposer sur la déclaration du sous-traitant. Ainsi, par exemple, si on parle recyclage, fibres recyclées, il n'y a aujourd'hui aucun test qui existe qui permet de dire sur tel vêtement, on peut assurer qu'il y a tant de pourcentage de fibres recyclées. Il faut faire confiance aux sous-traitants. Alors,
il y a une petite vérification qui peut être faite en ce domaine, c'est de vérifier les intrants, je veux dire, dans une entreprise qui recycle les fibres et ce qui est sorti. Et puis, globalement, il y a tout de même un manque d'indicateurs de performance. Donc ça, ce sont les freins structurels liés à ce qu'est notre filière. Ensuite, il y a, alors ça, c'est le sujet extrêmement important, comme l'a dit Stéphane, des sous-traitants globalement non préparés. C'est-à-dire que pour beaucoup de sous-traitants, la loi AGEC, ils ne la connaissent pas. Bon, peut-être certains ont entendu parler de ce qui va se passer en Europe, mais je veux dire, c'est encore pas une législation qui est en place. Et donc, imaginez bien pour un sous-traitant qui a de nombreux clients. En plus, un client peut lui demander tel et tel indicateur sous tel format, un autre client sous tel autre format. Donc, ils sont globalement non préparés. On constate néanmoins que les meilleurs résultats, le meilleur retour, je veux dire, là où ça a été le plus facile, entre guillemets, de récupérer les données, c'est sur le grand import qui commence à être plus habitué à fournir ces données et à se prédisposer sur ces données. Sur le plus proche import, il y a encore ce frein de la confidentialité où les sous-traitants n'ont pas envie forcément de donner des indications sur leurs fournisseurs. Ils considèrent que c'est encore un secret des affaires et aussi, très objectivement, la charge de travail. Donc, il faut constater que les sous-traitants sont sursollicités, il y a un manque d'harmonisation des demandes. On a constaté effectivement des difficultés pour embarquer parfois les sous-traitants et un faible niveau d'informatisation chez les sous-traitants. Et compte tenu de ce cadre-là, la relation entre marque et fournisseur devient fondamentale. Elle devient absolument clé. Et donc, si, j'allais dire, c'est un des conseils que l'on donne, hein, je veux dire, maintenant, dans le choix d'un sous-traitant, en plus de la créativité, le prix, la qualité, le respect des livraisons, aujourd'hui, il devient important d'inclure parmi ces critères de choix le fait que le sous-traitant puisse donner des informations. Ensuite, plus vous avez des sous-traitants avec lesquels vous avez une relation partenariale, collaborative et de longue date, plus c'est facile et plus il vous fournira les données. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir à l'esprit. Ensuite, il y a un autre vrai sujet qui est l'organisation chez les marques. On s'est aperçu qu'il faut une clarification de l'organisation, une clarification aussi de l'organisation en matière des achats et la maturité, l'existence d'abord à minima d'une personne, mieux d'une équipe qui connaît ces sujets, qui a déjà été exposée à ces sujets de traçabilité, mais surtout, ce qui est très, très important, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de marques, et même des marques qui commencent à être, je vais dire, raisonnablement importantes, il y a un problème de structuration des données chez les marques. Ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que si, chez la marque, les données ne sont pas structurées, clairement, j'allais dire, partagées, où les données sont à un seul endroit, ne sont pas explosées en différents endroits, bases de données, tableau Excel, ça pose un vrai problème. Un vrai problème d'abord, on a vu des exemples dans l'exactitude des demandes fournies aux sous-traitants. On a trouvé des cas où, je veux dire, les données, on demandait des informations, la marque demandait des informations sur une commande, le numéro de commande n'était pas le bon, par exemple. Donc, je livre ça. Mieux aussi s'il y a un ERP qui permet d'avoir, j'allais dire, cette structuration des données, parce qu'ensuite, si vous voulez rapatrier des informations et des données, c'est quand même mieux d'avoir un système propre
de données qui puisse aussi accueillir les informations. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Alors on va laisser la parole à, je veux dire, à 2 marques qui sont très différentes, hein, nous avons, Isabelle Marant, qui elle, Caroline va nous expliquer, elle, de son point de vue, comment elle a vécu, j'allais dire, cette expérimentation et qu'est-ce qui peut-être l'a plus frappée en termes d'enseignement. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Donc moi, je suis Caroline Poulet-Mathis, je suis responsable RSE chez Isabelle Marant et je vais vous faire un rapide retour d'expérience de ce pilote. Donc pour comprendre les résultats de ce pilote, il faut déjà en mesurer l'ambition. Comme ça a déjà été expliqué, on était 13 marques dans ce pilote, c'est beaucoup, mais certaines marques avaient des caractéristiques assez challengeantes pour les solutions. Par exemple, on avait une marque de lingerie Chantel qui possède ses propres usines de production, une marque de produits upcyclés, c'est Marine Serre, des marques plus grosses avec des enjeux de multi-sourcing que chez nous, Isabelle Marant n'avait pas, des marques bien avancées déjà sur la traçabilité comme Cézanne, une marque de Made in France, le slip français, etc. Deuxièmement, on avait un cahier des charges qui était très ambitieux. Je vous l'ai remis là, je ne repasserai pas dessus, mais vous voyez déjà qu'il est assez costaud. Donc, chez Isabelle Marant, on a testé une solution. On a testé Fairlymed et on a réussi à remonter assez loin, en fait, dans la traçabilité de nos produits. Donc, on était globalement assez satisfaits. Donc, voici les enseignements qu'on a pu en tirer, que je partage avec vous aujourd'hui, qui sont pour moi les facteurs clés de la réussite d'une campagne de traçabilité. Donc, premièrement, et ça semble assez évident, mais l'implication des fournisseurs, c'est primordial. Et voici quelques conseils que je vous donne ici pour s'assurer qu'ils s'attellent correctement à ce projet qui est, comme Clarisse l'a expliqué, déjà très lourd pour eux. En fait, on s'est rendu compte, premièrement, qu'il fallait formaliser l'obligation pour vos fournisseurs et vos fabricants de participer à cette campagne de traçabilité. Donc ça peut passer par un cahier des charges qu'on leur fait signer en amont, ça peut passer par les fiches techniques, etc. On sait que maintenant, ils commencent à être au courant, surtout les façonniers, mais si on remonte plus loin dans la chaîne de valeur, certains fournisseurs ne voudront pas y participer. Donc, il faut absolument formaliser cette obligation et faire peut-être une petite formation ou un rappel à la loi quand c'est nécessaire. Ensuite, Clarisse l'a très bien expliqué, mais les fabricants, ils ont 2 craintes. Premièrement, que leurs données, leurs approvisionnements soient divulgués aux autres fabricants de la marque et que la marque les bypasse. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un fabricant de produits finis, il ne va pas vouloir forcément vous donner le nom de son fournisseur de tissu parce qu'il a peur que la marque s'approvisionne directement chez ce fournisseur de tissu. Donc, pour gagner du temps, le mieux est au tout début de la campagne de traçabilité de proposer directement un NDA, un accord de confidentialité avec le fournisseur ou le fabricant. Et ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps et on sait très bien qu'il est précieux quand on lance une campagne de traçabilité. Ce point-là, Clarisse l'a également dit, mais évidemment, la relation et l'ancienneté avec le fabricant fait la différence. Ce qui peut être pertinent, c'est que le directeur ou la directrice de production, voire le directeur ou la directrice générale de la marque, fasse un petit mail aux fabricants et aux fournisseurs pour expliquer le but de la démarche, parce que ça, forcément, c'est un peu engageant. Et ça permettra sûrement de convaincre certains fournisseurs et certains fabricants qui étaient réticents ou qui étaient juste sous l'eau et qui n'avaient pas forcément envie d'y répondre. Ensuite, sur la phase de pré-collecte, donc il faut bien avoir en tête que plus les inputs qu'on va envoyer à la plateforme sont clairs, meilleurs seront les résultats de la campagne de traçabilité. On a vraiment une nécessaire robustesse de toutes les données marques, donc les données produits, les données nomenclature, les contacts fournisseurs, etc. Nous, chez Isabelle Marant, on a la chance d'avoir un PLM et je sais que c'est le cas de beaucoup de marques autour de la table, mais on sait tous très bien que parfois les informations qui sont rentrées dans le PLM, elles sont pas très claires ou alors elles ne marchent pas avec la taxonomie des solutions, etc. Donc, selon moi, ça implique une nécessaire formation des équipes de développement. Chez nous, ce sont les équipes de développement qui remplissent ces nomenclatures pour que tout soit clair, pour que les données envoyées aux solutions soient actionnables facilement et éviter les allers-retours avec les solutions parce que souvent, il y en a beaucoup. Ensuite, et ça c'est un second point, on est tous pressés par AGEC, par les lois d'affichage environnemental qui vont arriver, on ne sait pas trop quand, mais la traçabilité, c'est un énorme chantier pour les marques et je suis persuadée qu'il faut prioriser l'ambition. Par exemple, commencer à ne tracer au début, sur une première saison, que les matières principales et les doublures et laisser les trims de côté. Lancer la communication sur le site web avant de se lancer dans l'édition de QR code sur les cartouines, etc.
Parce que toutes les maisons, évidemment, n'ont pas 10 personnes dans leur équipe RSE. Il vaut mieux commencer petit, mais commencer carré et propre pour être sûr de pouvoir scale up correctement sur les saisons d'après. Ensuite, et ça semble évident, mais l'importance d'impliquer toutes les équipes de la marque. Premièrement, les directions RSE, évidemment, et les responsables RSE. Il faut savoir qu'il ne faut pas, et on a tous un peu envie, évidemment, de tomber dans cet écueil, mais s'appuyer à 100% sur les solutions de traçabilité et les équipes qui sont derrière pour avancer. Il faut être prêt à avancer quand la traçabilité elle bloque, il faut être prêt à intervenir quand la solution n'arrive pas à remonter. Toute la chaîne, parce qu'en effet, les solutions n'ont pas de relation commerciale avec les fournisseurs et les fabricants, mais la marque, si. Moi, personnellement, pendant la campagne, la solution me disait, si elle n'arrivait pas à avancer avec un fournisseur, si la solution bloquait, je recevais un petit WhatsApp de mon chef d'affaires et j'intervenais pour faire avancer la campagne. Et c'était très efficace parce qu'en fait, certains fournisseurs ne savaient même pas qu'au bout de la chaîne, ils travaillaient en fait sur des produits Isabelle Marant. Ils en étaient plutôt contents et du coup, ils étaient assez engagés flatté. Exactement, Clarisse, et engagés sur ce sujet. Et en fait, on a réussi à débloquer énormément de situations comme ça et on a réussi à remonter assez loin. Ensuite, et évidemment, les directions informatiques qui, selon moi, doivent être les premières à être onboardées, notamment quand on est parti sur un modèle où la solution, elle va extraire les données produits via connexion avec les API de la marque, via les PLM, via les ERP, via les PIM, etc. Et en fait, il y a énormément d'enjeux de connexion, de taxonomie qui ne matchent pas. Se pose également la question de l'endroit où stocker la donnée, etc. Et en fait, quand on choisit une solution de traçabilité, ça peut être intéressant de voir si la solution qu'on choisit a établi un partenariat avec l'entreprise qui gère votre PLM, votre ERP, votre PIM. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et ensuite, ce sera mon dernier point, les équipes communication. Je me suis rendu compte que quand on lançait un projet de traçabilité, on avait tendance à réfléchir aux inputs, c'est-à-dire aux informations, à la nourriture qu'on va donner à la solution de traçabilité pour qu'elle puisse remonter effectivement toute la chaîne. Et on délaisse un peu la communication produit qui vient après. On se dit qu'on a le temps, que c'est secondaire. Mais en fait, si on ne s'est pas posé en amont avec les équipes de communication pour réfléchir aux outputs de la campagne de traçabilité, ce qu'on veut communiquer aux clients, on risque d'avoir les trous dans la raquette et d'avoir fait tout cet effort pour rien. Donc voilà, ça c'est les enseignements que j'ai tirés de ce pilote, qui selon moi peuvent réellement faire la différence entre une campagne qui va être un peu chaotique, un peu le bazar, et une campagne réussie. Merci. Merci Caroline. Alors on va passer maintenant la parole à Nora de Kiabi. Alors moi je voudrais dire un petit mot sur Kiabi. Alors c'est une enseigne que l'on aime beaucoup, j'allais dire. On aime beaucoup au défi cette enseigne. Pourquoi? Parce que c'est un exemple, on entend, j'allais dire, et pas toujours de façon illégitime, des critiques sur la fast fashion. Alors, je préciserai que c'est plutôt l'ultra fast fashion qui pose des problèmes, mais Kiabi, c'est tout de même une enseigne qui vend du volume, qui a du volume, qui a des bas prix, qui sert aussi, j'allais dire, à une grande partie de notre marché, des consommateurs. Donc, volume, bas prix, mais ça fait plusieurs années que Kiabi a engagé une démarche durable. Donc, il est totalement possible, et Kiabi le prouve, que d'être une enseigne, d'être dans le volume, d'être dans le bas prix, mais d'avoir une approche vertueuse. Alors maintenant, Nora, je vous laisse la parole. Merci pour l'introduction. Alors du coup, Nora Islam, chef de projet chez Kiabi dans la cellule éco-conception. Donc effectivement, Kiabi, c'est une grosse machine. Donc depuis longtemps, on travaille quand même sur la partie RSE. C'est 10 000 collaborateurs, environ 300 confectionneurs, 10 fois plus de fournisseurs de tiers 2. On produit dans 38 pays, on en vend dans 26. 550 points de vente environ, 24 000 millions de clients. Et surtout, ce qu'on retient, c'est qu'on fait environ 150 000 commandes par an pour 25 000 PO. Donc, c'est important de vous donner notre scope parce que pendant ce pilote, on avait plusieurs marques avec plusieurs spécificités, plusieurs tailles. Et plusieurs cahiers des charges. Je peux passer à la slide suivante. Donc nous, on est arrivé avec nos targets en disant qu'on voulait bien sûr être compliant à la loi. C'est pas une question qui se pose. On s'est donné un objectif de tracer tous nos TLC jusqu'au tiers 5 pour aider nos collections à mieux concevoir et bien sûr afficher plus de transparence auprès de nos clients et nos parties prenantes.
Donc, ce pilote nous a vraiment permis de vraiment mieux cadrer notre cahier des charges, de se challenger sur nos besoins en voyant les contraintes des autres, les envies de certaines marques. Et grâce au benchmark, vous en parliez tout à l'heure, qui a été fait sur plusieurs solutions au début, ça nous a permis de prendre du recul sur ce qu'on souhaitait. Donc, grâce à toutes ces interrogations, on s'est noté 6 points importants pour nous pour déterminer si le pilote a été bon ou non. Donc, vous l'avez dit, il n'y a pas de solution qui est vraiment couvre 100% de nos besoins. On a quand même des points en vert, comme vous pouvez le voir ici, mais d'autres points qui restent en rouge parce que c'est des points d'attention qu'on doit faire chez nous. Par exemple, l'intégration IT. Donc, Caroline le disait, vraiment intégrer la DSI, c'est pas rien d'intégrer un autre outil à ceux qu'on a déjà en interne. Ensuite, bien embarquer les fournisseurs qui sont les premiers à être sollicités parce que les données viennent d'eux. Vraiment faire en sorte de créer une bonne relation avec eux pour avoir ces données. Collecter la donnée de façon vraiment efficace avec des connexions API, automatiser cette collecte. On insiste sur la vérification des documents, vous en avez parlé aussi, mais c'est vraiment important d'avoir cette fiabilité pour avoir une bonne campagne de traçabilité. On a des solutions qui travaillent sur, on l'a vu pendant le pilote, le système OCR avec des intelligences artificielles pour vraiment vérifier le contenu de nos documents, et les partenariats aussi sont très, très intéressants pour fiabiliser l'information. Bien sûr, on aimerait trouver une solution qui affiche au client de façon claire et pédagogique l'information qu'on souhaite lui donner sur une plateforme qui est très user-friendly pour nous, Kia Burst, et pour les clients, et pour les suppliers, pardon, les fournisseurs. Dernière slide, donc nous, on s'est noté quelques conseils sur comment choisir une bonne solution de traçabilité. Donc, premièrement, le cahier des charges. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment très, très important de prendre du temps là-dessus et de ne pas se laisser juste pousser par la loi AGEC, on en disait, qui arrivait dernièrement. Donc, la traçabilité, c'est la traçabilité externe. On veut plus montrer aux clients, on veut être compliant à la loi, mais il y a aussi toute la traçabilité interne. La traçabilité, ça nous sert à quoi en interne dans nos équipes? Il faut vraiment prendre le temps de questionner, de sonder chaque équipe en interne pour savoir pour quel projet ça sert et quelles sont les données qu'on aura besoin de connecter des fournisseurs. Donc, je viens à mon deuxième point. Qu'est-ce qu'on collecte des fournisseurs? Vraiment les intégrer dans cette démarche de choix d'outils. C'est eux qui vont remplir les données. Donc, il faut qu'ils soient d'accord, il faut créer un bon partenariat. Vous me parliez de la confidentialité, il faut qu'on s'assure avec eux d'être OK avec ça. Il faut s'assurer de ne pas créer une charge supplémentaire de travail derrière pour eux et de vraiment écouter quelles sont leurs contraintes pour nous donner la donnée la plus fiable possible. Et enfin, pour choisir un bon outil de traçabilité, c'est important de voir quelles sont les capacités de cet outil à s'intégrer à nos process qui existent déjà en interne. Vraiment questionner la DSI sur l'intégration IT et savoir quelles sont les méthodes de traçabilité de l'outil, montante, descendante, vraiment comment faire en sorte que cet outil-là matche avec nos process pour pas tout rechambouler et finalement faire l'inverse de ce qu'on voulait, au lieu de bien tracer et être précis, partir dans tous les sens. Donc voilà mes conseils. J'espère que j'ai tenu les 5 minutes. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va, avec Élise Desrues, on vous a résumé un peu les conseils clés qu'on a envie de vous donner sur deux grands domaines. Comment se lancer dans un projet de traçabilité et comment identifier là où les solutions qui répondent à vos besoins. Alors, se lancer dans un projet de traçabilité, comme je vais dire, vous l'avez dit, il a été dit, Nora, Caroline, la première chose, c'est vraiment de définir son projet. Il est nécessaire de clarifier, de circonscrire vos besoins. Alors, il y a les données clés pour être en conformité avec la réglementation. Bah, ça, c'est imposé, ça sera imposé, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Mais par contre, une solution de traçabilité doit vous servir à piloter votre entreprise, à piloter votre objectif environnemental, à piloter votre stratégie, vos opérations. Donc, il faut choisir les données clés par rapport à votre objectif. Et comme Caroline l'a souligné, comme c'est quand même assez compliqué, je vais dire en temps 1, commencez par un set de données limité. Mais il faut aussi que vous réfléchissiez. Moi, en tant qu'entreprise, j'ai une ambition en matière de mode durable pour diminuer mon impact environnemental. De quoi j'ai besoin pour le piloter valablement. Ensuite, il y a un travail interne au préalable avant de se lancer
Il faut construire son équipe projet et travailler à la structuration des données disponibles. Ça, j'ai insisté sur la structuration des données disponibles, c'est absolument essentiel. Et après, vous avez vu un pavé qui est tout de même assez important, mais qui est clé, c'est collaborer avec sa chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Pour la mode durable, on le dit depuis longtemps, mais encore plus pour la traçabilité, c'est bien si vous connaissez vos fournisseurs et même, j'allais dire, au-delà de la confection, si vous connaissez les fabricants de tissus et comment les tissus sont faits. De mettre en place des relations partenariales dans la durée. Ça, c'est aussi une clé extrêmement importante. On l'a dit tout à l'heure, choisir ses fournisseurs en intégrant dans la décision leur capacité à fournir des données et également à reporter des données du rang inférieur. Alors, on voit bien qu'on a un moment charnière parce que comme ces solutions vont se développer, les réglementations vont se faire, j'allais dire, plus exigeantes, ou je vais dire, c'est des choses qui vont arriver tout le long de la filière. Aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Expliquez à vos fournisseurs, je veux dire, vos contraintes réglementaires, qui comprennent que ça ne vient pas, j'allais dire, comme ça, du ciel. Et voilà. Intégrer et consulter vos fournisseurs dans la stratégie et l'évolution des besoins. Vérifier la sensibilité de vos fournisseurs aux questions de confidentialité et effectivement, la signature de NDA au tout début du projet est extrêmement importante. Enfin, favoriser des chaînes de valeur qui sont certifiées. Nous, on est très pour au défi de s'appuyer sur des labels sérieux, sur des certifications sérieuses qui permettent, j'allais dire, la vérification des allégations par des tiers indépendants. Alors maintenant, comment choisir une solution de traçabilité? Alors déjà un point, si une solution arrive devant vous et vous dit « moi je sais tout faire », vous pouvez l'écarter. C'est pas vrai, donc vous pouvez l'écarter. Donc voilà, ça va vous faire gagner du temps. Donc écarter les solutions qui promettent de tout faire. Vérifiez tout de même que ces solutions ont tout de même une expérience dans la filière mode. Vous avez vu combien, et vous le savez, combien la filière mode est compliquée. C'est quand même mieux d'avoir affaire à une solution qui connaît cette chaîne de valeur et sa complexité. La collecte, c'est mieux j'allais dire, de travailler avec une solution qui est en capacité, même si ce n'est pas fait tout de suite, hein, d'aller tracer jusqu'à la fibre, qui est capable aussi de prendre en compte tout type de produit, toute nature de matière et d'accessoires. Peut-être que vous ne l'utilisez pas tout de suite, toujours dans cette idée que c'est un chemin, il faut commencer par j'allais dire, par un bout, donc par quelques données, par quelques informations, une certaine granularité qui tout de même reflète un peu la chaîne de valeur. Les fonctionnalités. C'est important d'avoir un contrôle de cohérence des données et que cette solution ait une connexion avec certaines bases de données, comme OEcoTex par exemple, où, j'allais dire, il y a une base de données OEcoTex, vous pouvez vérifier dans la base de données, effectivement, que tel fournisseur a bien un certificat OEcoTex. Tout le monde ne le fait pas, mais il y en a qui le font. Et c'est très important d'avoir ce contrôle de cohérence des données. Fonctionnalité pour vous, parce que vous devez piloter, de pouvoir avoir un tableau de bord qui est customisable en fonction de vos besoins et que la solution ne soit pas trop rigide. La technicité, alors on en a beaucoup parlé, hein, je veux dire, l'automatisation auprès des différents acteurs de la chaîne, la capacité à se connecter avec des ERP, l'acceptation de données sous tous les formats, parce que, voilà, je veux dire, il y en a qui envoient des informations par smartphone, par Excel, par ERP. Donc voilà, si vous voulez garder un panel assez large de fournisseurs, il faut que la solution soit en capacité de le faire. Il faut vérifier, ça ce point est très important, la volonté d'intégrer les évolutions réglementaires et standards. C'est-à-dire que on sent bien qu'il y a une évolution réglementaire, mais il va y avoir des standards, notamment qui vont être mis, qui sont en discussion, notamment au niveau des Nations Unies, hein, sur la standardisation des données.
il faut que la solution, je dois dire, est bien prévue à un certain moment, quand les données vont être standardisées, de pouvoir basculer sans avoir à tout recommencer le travail avec des données standards. Confidentialité, on en a parlé. Vérifier aussi la propriété, la disponibilité des données, c'est-à-dire que si ça arrive sur une plateforme, est-ce que vous y avez accès facilement? Qui est propriétaire des données? Donc ça, c'est des points tout de même à regarder avec précision. L'accessibilité, donc ça, c'est un peu une évidence, mais autant le rappeler, hein, une interface qui soit quand même gérable et user-friendly, une plateforme multilingue, hein. En général, vous adressez à des fournisseurs qui sont dans différents pays, donc c'est important que vos fournisseurs puissent se connecter et comprendre, je veux dire, ce qui se passe sur la plateforme. Un accompagnement de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que c'est un plus si vous avez une solution qui est capable aussi d'expliquer à différentes étapes ce qui se passe, ce qu'il faut. Enfin, évidemment, hein, je ne vais pas vous faire, je veux dire, c'est évident, mais bon, on le dit, vérifiez quand même le coût de la solution et le coût surtout des mises à jour. Donc ça, c'était les points qu'on a voulu résumer. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses, hein. Pour choisir, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Mais on pense vraiment, je veux dire, avec ces conseils, que vous puissiez être armé pour le faire, parce que c'est important que vous commenciez ce travail. Je veux dire, l'affichage va arriver, les contraintes des consommateurs sont de plus en plus fortes et ils veulent des preuves. C'est important que vous commenciez. Donc, commencez sur un périmètre déjà précis, limité, mais c'est important d'y aller. C'est vraiment important d'y aller. Alors, en conclusion générale, on va demander à nos 3 marques peut-être les 2 principaux conseils ou les 2 principaux enseignements qu'ils veulent donner à l'ensemble des participants du webinaire. Bon, je me lance. Alors nous, nos 2 conseils, ça aurait été d'embarquer sans négliger tous les fournisseurs, traders, pas traders ou autres, parce que finalement, on se rend compte que les traders, ils gardent beaucoup d'informations et ils débloquent plein de cas. Et notre deuxième conseil, c'était de s'adapter à chaque culture, parce qu'on n'embarque pas pareil en Asie qu'en Europe. Donc les embarquements à grande échelle, en fait, c'est pas possible. Isabelle Marant. Alors, Caroline. à mon tour, moi, mon premier conseil, ce serait d'impliquer la DSI, je le redis, hein, mais bien en amont de la campagne de traçabilité, parce qu'on se rend compte que la gestion des données produits et des données fabricants, c'est vraiment le nerf de la guerre de la campagne de traçabilité. Et ensuite, je me répète, mais encore une fois, la priorisation des données à collecter. Clarisse, vous l'avez dit, les solutions, maintenant, elles peuvent faire énormément de choses. Elles tracent, elles récupèrent les certificats de transaction GOTS, elles font des ACV, elles communiquent pour la marque, etc. Mais pour commencer un projet de traçabilité, il faut commencer petit, car on a vraiment tendance à minimiser la tâche que ça va demander pour les équipes en interne, et ce pour toutes les équipes. Donc, commencer petit sur la première saison, mais pour commencer carré, pour ensuite vraiment étendre son ambition et l'utilisation qu'on peut faire des solutions de traçabilité qui, encore une fois, peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Nora. Donc moi, je veux dire 2 conseils qui sont peut-être opposés. Donc je redis bien, ficeler le cahier des charges, savoir ce qu'on veut, mais tout de même ne pas se bloquer en se disant que j'attends d'être très, très 100% clair sur ce que je veux, parce que la loi n'est pas encore très... on n'a pas visibilité. Défini. Pareil, il existe exactement défini. Les solutions, pareil, ne sont pas 100% prêtes. Donc, se lancer et derrière accepter que c'est notre travail d'accompagner les solutions et nous aussi en interne pour scale up, comme disait Caroline, à un plus gros scope. Mais en tout cas, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la traçabilité. Au bout d'un moment, il faut y aller. Alors, dernier petit point qui vous donne simplement un petit éclairage. Côté défi, donc on a voulu réunir, après cette grande étape, hein, qui est encore une fois un travail je veux dire, au sein du comité stratégique de filière, on a travaillé avec nos fédérations. Alors, nos fédérations, c'est la fédération de la haute couture, la fédération des enseignes,
la Fédération de la lingerie, l'UFIM, qui est l'Union française des industries de la mode et de l'habillement, qui recouvre l'ensemble des fédérations de prêt-à-porter, hein, qui sont d'ailleurs présentes parmi les participants. Et en se disant, donc, nous, défis, alors peut-être qu'ensuite, on va apporter ce travail, j'allais dire, au sein du CSF, mais on se dit qu'il faut traçabilité saison 2, et je laisse à Élise le soin d'expliciter les conclusions et les décisions, hein, prises par le défi pour avancer sur cette traçabilité saison 2. Merci, bonjour à tous. Effectivement, riche de tous ces enseignements, on a défini au défi en concertation avec toutes les fédérations de l'habillement 3 projets que nous voulons mettre en place. Donc, il y a d'abord une action qui concerne la standardisation, mais à travers une première étape fondamentale qui est la définition des données clés à tracer, au-delà des exigences réglementaires et pour répondre véritablement aux besoins opérationnels des entreprises. Il y a ensuite la question connexe de l'interopérabilité et de la structuration des données. Et nous aimerions pour ça faire appel à un expert de la supply chain pour cartographier et analyser les systèmes d'information des entreprises et la structuration de leurs données. Et puis, il y a enfin la question du marché avec des solutions qui évoluent particulièrement vite. Et donc, nous voulons refaire une cartographie à jour des systèmes existants et interroger les entreprises qui les utilisent. Donc, n'hésitez pas à nous suivre via notre newsletter, notre site, nos réseaux sociaux pour être tenus informés du lancement des projets. Voilà, donc voilà, je voudrais encore une fois particulièrement remercier les enseignes qui ont participé, Stéphane Popescu et Vanessa Lebris qui ont vraiment beaucoup travaillé sur ce pilote, Élise qui a été, j'allais dire, à la manœuvre tout le long et nos fédérations. Voilà, maintenant, la parole est à vous. Alors du coup, on a pris quelques questions. Alors, déjà, moi aussi, je voulais aussi remercier toutes les entreprises qui ont participé en ce pilote activement sur ces 2 dernières années. On a eu une forte participation. Ce pilote a duré quand même sur presque 1 année et demie avec des entreprises qui ne se sont pas démobilisées sur l'ensemble du pilote, et c'était important d'y passer du temps, voire des fois des journées complète de travail, des sessions, même des déplacements, puisqu'on faisait toutes les sessions physiques. Donc, merci à vous toutes. J'en ai vu que plusieurs étaient connectés encore aujourd'hui. Donc, jusqu'à la fin, elles soutiennent le projet. Donc, c'était vraiment chouette. Maintenant, on va prendre les quelques questions qui ont été posées dans le chat. Et je vais vous les diriger sur les parties. Donc, on va peut-être prendre la première partie qui était sur le déroulé du pilote. On a une question de Corinne sur le cadrage du produit. Donc, ont été sélectionnées les pièces qui ont été tracées durant ce pilote. Donc là, on est vraiment sur le cadrage. Peut-être que je peux te passer la parole, Stéphane, sur la conception et le choix, la pertinence des produits. Oui, tout à fait. Ce pilote, on a voulu qu'il soit représentatif du marché et des marques qu'on avait du coup dans les 13 marques qu'on avait. Donc, ce qu'on leur a demandé, c'est d'avoir 5 produits et sur ces 5 produits, de prendre, on va dire, à chaque fois les produits les plus représentatifs de leur offre. Donc, plusieurs choix là-dedans. Soit vous partez sur une logique de volumétrie et donc ceux qui se vendent le plus, soit vous voulez être représentatif sur toutes les familles que vous avez ou les produits iconiques. Mon conseil serait plutôt sur les différentes filières que vous avez, donc différents produits, puisqu'encore une fois, c'est très. La traçabilité devient un peu particulière à chacune des filières, textile, cuir, ainsi de suite, chaussures. Donc parfois, c'est plus intéressant, même si c'est des petites catégories en termes de volume ou de chiffres, donc moins d'importance. C'est quand même intéressant, puisque le but dans le test est de voir un petit peu quelles sont les limites à la fois de votre marque, de votre chaîne de valeur ou de la solution. Et ensuite, à la fin de ce pilote, ça vous permettra du coup de mieux dimensionner votre scale-up par priorisation et ainsi de suite. Mais donc, voilà. Merci. Alors, on a quelques questions sur justement les résultats par rapport à l'analyse qu'on en a fait de ces 65 références qu'on a tracées sur la chaîne de vérification, notamment justement sur la vérification des données. Donc, on avait une question de Pauline sur les données tracées. Est-ce que ce sont des données qui ont été déclaratives ou est-ce que ce sont des données qui ont été vérifiées par des documents avec des preuves? Et si oui, quel type de preuves? Donc, peut-être que je peux te réadresser la parole, Stéphane, sur ce point de vérification des données. Ok, donc on a les deux cas de figure, bien sûr du déclaratif, et après
les solutions de traçabilité permettent aussi d'aller collecter des éléments de vérification, ou du moins de preuve, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a la vérification à faire. Donc, dans le cas, par exemple, où on a, comme disait Clarisse tout à l'heure, d'avoir des liens avec des bases de données ou des certifications, donc du coup, vous avez un élément de preuve qui vous permet directement de vérifier ça, et de plus en plus de solutions arrivent à automatiser cette vérification. Attention, c'est pas complet, hein, donc pour les certifications, pour aller très vite, automatiser le fait qu'un fournisseur soit effectivement certifié, ça c'est faisable, pas tout le temps le présent, mais faisable. Automatiser que la transaction soit bien certifiée, c'est un autre sujet. Je rappelle un point énormément, enfin très très important, quand on parle de traçabilité, on parle de traçabilité transactionnelle. Uniquement, au sens de la loi, c'est transactionnel. Donc faites attention quand vous allez voir une solution de traçabilité, elle doit être capable de répondre à ce niveau de granularité. C'est à la transaction et non au produit simplement. Et c'est là où il faut faire attention au distinguo qu'on peut avoir. Après, il y a tout un élément de preuve que les solutions de traçabilité sont capables d'aller collecter, comme bah voilà, tout ce qui peut être, alors je prends un exemple français, mais comme les cabis pour témoigner de l'existence d'une entreprise, ainsi de suite. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que ça sera vérifié derrière, de manière automatique, ni que c'est vrai ou quoi que ce soit. Et là aussi, ce n'est pas la responsabilité ni la mission des solutions de traçabilité d'être le vérificateur. Je n'ai pas dit que c'était celle de la marque. Néanmoins, d'un point de vue réglementaire, c'est la marque qui reste responsable. Hashtag devoir de vigilance. C'est là où vous faites très attention sur ce côté qui est liable à l'anglaise, hein, mais voilà, dans le cas dans le worst case scénario, entre guillemets, réglementaire qui pourrait vous arriver, la marque reste responsable de ce qu'elle a collecté et de la vérification de tout ça. Donc ça, c'est un point à ne jamais oublier. Et par contre, il n'y a pas de solution aujourd'hui qui est capable de vérifier pour vous de manière automatisée tout ça au niveau transactionnel. Mais voilà, donc c'est un work in progress. Il faut faire attention à ça. Il faut identifier effectivement les points importants à vérifier, parce qu'on ne peut pas tout vérifier sur les solutions, et mettre en place effectivement sa stratégie de vérification, à la fois avec ce qui est capable de faire la solution sur la vérification de cohérence et ainsi de suite, mais à la fois avec ce que vous faites déjà, sur tout ce qui va être la mise en conformité, avec les audits que vous pouvez avoir, ou ainsi de suite, et de manière progressive, parce que de toute façon, c'est impossible de faire ça jusqu'au bout de la chaîne en une seule fois. Voilà, donc c'est un work in progress, mais il faut vraiment avoir une gestion du risque sur cet axe vérification. Mais en tout cas, c'est pas possible de tout vérifier via une solution de traçabilité. Non, il y a encore beaucoup de progrès et ça ne dépend pas que de la marque, ni de sa chaîne de valeur, ni de la solution. C'est aussi le secteur qui va devoir travailler pour faciliter ces éléments de vérification au fur et à mesure et les rendre plus robustes. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'était important dans notre cadrage produit d'avoir sélectionné des produits certifiés et des produits non certifiés. Dans ce pilote, sur les 65, on était à 50-50, 50% avec une certification et 50 autres sans certification. Et des fois, certains fournisseurs disaient, non, mais attendez, mon produit est déjà certifié, donc en plus, je dois collecter des informations de traçabilité, sachant qu'une tierce partie le fait déjà. Donc, c'est des problématiques qu'on est confronté dans un pilote traçabilité sur ces sujets, justement, en lien à la traçabilité. Isabelle, je rebondis tout de suite sur ta question parce qu'elle tient cette question, Isabelle. Les solutions automatisées, c'est. Alors, comme le disait Clarisse, quand vous avez votre solution de traçabilité qui est capable d'être en lien avec une base de données type Ecotex et qui va vous dire effectivement ce fournisseur ou ce produit est certifié. Donc là, ça automatise le travail. C'est pas à vous d'aller le faire à la mano. Et dans certains cas de figure, on a des labels qui sont en train effectivement de développer eux-mêmes leur ouverture ou leur propre solution de traçabilité pour justement arriver au niveau transactionnel et vous donner la vérification live, entre guillemets. Ce qui sera le monde de demain et qui facilitera le travail, que des machines se parlent quand elles ont l'information. Ça nous permettra de nous focaliser sur vraiment le risque. Voilà. Alors pour donner suite à la problématique de vérification, on avait justement les données qui étaient relatives aux produits chimiques. Conformité chimique égale test, oui, mais dans ce pilote, c'était vraiment toutes les données collectées sur les produits chimiques n'étaient pas au début la priorité du pilote. Donc, c'est à la fin, on a demandé aux solutions quelles étaient les données qu'ils ont réussi à nous collecter pendant ce pilote. Donc, c'est pour ça aussi que le chiffre n'est pas si élevé parce que ce n'était pas dans les domaines de priorité au départ. La loi AGEC est arrivée au milieu du pilote. Au départ, il n'était pas dans notre cahier des charges comme élément prioritaire. Et le décret a été validé durant l'été où on avait déjà commencé à collecter des données.
Et justement, sur ces données collectées au lien aux produits chimiques, on avait vraiment des preuves, puisque là, dans ce cas-là, il s'agissait de produits certifiés au Cotex. Donc là, on avait un élément de preuve sur ces Alors moi, aspects-là. je dois dire que j'ai été estomaquée que le taux soit si faible, qu'on ait pu récupérer à hauteur de 14%. Bon, effectivement, il y a Ecotex qui est très important et très central, mais j'allais dire la base de la base aujourd'hui, c'est la conformité REACH. Et j'allais dire, c'est aussi pour cela que l'IFTH vient de mettre au point un kit REACH pour les entreprises qui veulent être conformes simplement à REACH. Mais moi, je suis assez étonnée que, je dois dire, ça soit quelque chose qui n'ait pas pu être mieux retracé, quand même. Alors, c'est des résultats qui ont été donnés in fine à la fin du produit, où Ouais, là, on a demandé, voilà, ouais, sur les données-là, qu'est-ce que vous avez? Et finalement, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on ne l'avait pas nommé au départ comme une priorité dans le cahier des charges. Et donc, comme la période de collecte a été courte sur des produits qui étaient déjà produits, donc voilà pourquoi le ouais, résultat. peut-être. Ouais. Parce que là, pour le coup, il y a des tests possibles, quoi. Là, bon, c'est-à-dire, ça règle le problème. C'est pas simplement Oui, mais c'est du pas pour autant déclaratif. qu'ils n'étaient pas conformes, hein. Ouais. Ça n'a pas été collecté dans la plateforme. D'accord. Sur les enseignements, il y avait 2 points. Les premières questions qui étaient relatives à l'embarquement de la chaîne de valeur, où on a eu un message qui dit qu'il faut justement organiser des webinaires avec ses fournisseurs et ses partenaires. Donc là, peut-être que je peux laisser la parole à Mélanie sur ce point-là, ou aussi à Nora, qui justement a fait des webinaires, a fait des sessions d'embarquement sur le temps et le temps que ça prend. C'était ma première question par rapport à une marque, parce que quand on s'investit en traçabilité et qu'on commence à embarquer sa chaîne de valeur, quels sont les avantages et inconvénients peut-être sur ce point-là? Alors sur le temps, ça en prend beaucoup. Et vraiment, c'est des petites sessions avec des petits groupes. Donc de notre côté, ça multiplie le temps. Au tout début, on a fait des grosses sessions avec des très gros groupes sur 1 heure et en fait, on les perdait totalement. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ne savaient pas par où commencer. Et en plus, on a fait des webinaires au début où vraiment on voulait leur présenter la plateforme un peu comme un commercial finalement, les dire regardez tout ce qu'on fait, c'est magnifique, c'est parfait, sauf qu'ils avaient besoin de concret. Et donc là, maintenant qu'on a signé avec Retrace et qu'on fait de l'embarquement quasiment tous les mois parce qu'on a des nouvelles commandes avec des nouveaux fournisseurs, on fait vraiment du un par un et en fait on fait avec eux les premières commandes. Donc on ne leur présente pas vraiment tout ce que va faire la plateforme, on leur présente ce qu'ils vont devoir faire aujourd'hui et ce que ça va leur apporter demain. Donc d'une façon beaucoup plus concrète en fait. Très bien. Mais au niveau du temps, je dirais qu'au début, les embarquements, ils prennent bien 1 journée sur la semaine, au tout début. Alors moi, du coup, j'ai pas assisté à des embarquements à proprement parler parce que j'étais pas là l'année dernière. Mais des retours que j'ai eu des fournisseurs, ce qui a pris le plus de temps, c'est vraiment de descendre au-delà du tier 3. C'était plus long de les accompagner. Et la collecte était relativement rapide, mais ce qui buguait, c'est que lorsqu'il y avait un trou dans la raquette, d'attendre que le fournisseur tiers N+1 a donné les informations, ça pouvait décaler tout le planning. Donc c'est surtout ça qui a été chronophage. Et ce qui a aidé, c'est d'avoir des alertes automatiques directement par mail pour savoir vers qui contacter pour relancer, et cetera. Après, le pilote qui a été fait, c'était sur des produits qui étaient déjà produits, des produits historiques. Donc, faut prendre ça en compte que voilà, le calcul de temps n'est pas le même qu'en temps réel où là, vraiment, on va tracer directement dès la cotation, dès le développement du produit. Oui, ça faisait partie de ces enseignements que Clarisse a cités sur la relation justement avec sa chaîne de valeur, une relation sur le long terme. On a d'ailleurs eu des résultats par rapport au relationning fournisseur et on se rend compte que plus une relation est stable dans le temps avec un fournisseur, et meilleure est la collecte de données. Et sur des fournisseurs où finalement c'est pas si stable, une saison travaille que l'autre pas, ils sont beaucoup moins en train à donner des données de traçabilité. C'est ça. Et comme disait Caroline, il y a des fournisseurs dans la chaîne très très loin qui sont pas au courant de où est-ce que vont leurs produits. Du coup, ils sont trop impliqués et donc ils sont beaucoup plus lents à répondre.
Il y a ça, et puis il y a la langue aussi. Vraiment être capable de parler la même langue, c'est vraiment un grand plus aussi. C'est un point aussi à voir avec les plateformes, c'est quand ils embarquent, est-ce qu'ils ont quelqu'un qui est capable d'accompagner dans la langue des fournisseurs. C'est justement dans le cahier des charges, hein, quand on a cité tout à l'heure, le côté user-friendly de la plateforme, la facilité d'enregistrer les données et justement les langues utilisées par cette plateforme. Si évidemment vous avez la majorité de confectionneurs ou de fournisseurs en Chine ou dans l'Asie, d'avoir d'autres langues parlées. Peut-être Caroline, tu veux réagir aussi sur l'embarquement de la chaîne de valeur? Micro. Ton micro est coupé. Excusez-moi. Nous, on n'a pas vraiment fait de webinaire comme ça pour embarquer la chaîne de valeur. Déjà, je me dis que c'est assez compliqué en termes de confidentialité parce qu'il faut connecter plusieurs fournisseurs à la fois sans que les noms des fournisseurs apparaissent. Donc ça, c'est quand même un peu challenging. Mais nous, on ne l'a pas fait. C'est la solution de traçabilité qu'on a choisie qui s'en est chargée, qui a fait ça plutôt bien. Donc là, encore une fois, ça dépend du fonctionnement, comment on veut procéder, le temps qu'on consacre à la traçabilité en interne et comment on veut embarquer sa chaîne de valeur. Tout à fait. Ensuite, je continue sur la même thématique par rapport à justement la maturité des fournisseurs. La maturité des fournisseurs qui amène aussi sur le sujet standardisation et DP. En fait, il y avait plusieurs questions en lien. La question c'était est-ce qu'en fait toutes les problématiques de traçabilité ne seraient pas facilitées s'il n'y avait pas une standardisation des données? Alors ça amène justement au futur projet qu'a cité justement Élise, hein, sur la suite des trajets, des projets. Donc là, je vous laisse la parole sur ces sujets-là, justement sur la suite, sur la standardisation, le DDP, l'interopérabilité, tous ces sujets-là. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, il y a les données qui vont être obligatoires par le réglementaire. Donc là, bon, c'est un premier jeu. Ensuite, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est travailler avec différents groupes de marques, d'enseignes, tailles, etc., pour repérer quelles sont les données clés environnementales dont elles ont besoin pour engager le travail alors de standardisation. Il y a un grand travail au niveau multinational qui est en cours. On va sans doute travailler avec GS1, mais d'aller les voir après avoir défini le set des données réglementaires et opérationnelles qu'il faut standardiser et faire ce travail-là. Parce qu'effectivement, quand ces données seront standardisées, et le mieux étant quand, je veux dire, le niveau multilatéral aura décidé, ça sera plus facile, quoi. L'interopérabilité sera plus facile. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est difficile, quoi. C'est ce que je vous disais, les données, les informations ne veulent pas toutes dire la même chose exactement pour tout le monde. Donc, si on veut automatiser, effectivement, il faut passer par une standardisation des données, mais nous, ce qu'on veut faire en première étape, c'est les données importantes pour les entreprises. Peut-être que je peux te laisser compléter, Stéphane, sur ça. Ouais. Pour rebondir sur ça, donc en termes de standardisation, il y a plusieurs périmètres. Il y a d'abord les marques. Caroline en a parlé au tout début, effectivement, de travailler en interne sur ces données. C'est un sujet qui mériterait d'être standardisé au niveau de toutes les marques. Comment est-ce que j'appelle mes catégories produits, ainsi de suite. Donc, il y a déjà eu des tentatives sur le sujet. Comment est-ce que j'identifie un pays, enfin des choses très IT au final, dont une bonne partie existe déjà, hein, je vous rassure. C'est juste qu'on a fonctionné en silo pendant pas mal d'années, chacune de nos entreprises, et que maintenant on est forcé sur l'échange potentiellement réglementaire. Donc, il faut qu'on se mette autour de la table pour se dire, OK, on va appeler un chat avec cette écriture-là, et qu'après en interne, on ait une autre façon pour faciliter, entre guillemets, la compréhension avec notre culture interne, pourquoi pas. Mais dès que je sors de mon entreprise, peu importe en bas, enfin vers ma chaîne de valeur ou mon client final, il faut que ça puisse être sur les mêmes termes. C'est un peu les sujets qu'on est en train de voir sur pas mal d'autres points. Mais du coup, le premier point est déjà à l'intérieur des marques. Et il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et ensuite, forcément, sur chacun des maillons, même sujet qui va être poussé par le réglementaire, par l'impact environnemental, bien sûr.
Mais c'est vraiment, en fait, tout simplement, c'est déjà avoir un langage commun dès qu'il s'agit de parler ensemble. C'est un peu bête, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment là où on en est. Aujourd'hui, on a des langages qui sont propriétaires à chacune de nos entreprises. Et du coup, à chaque fois, les solutions de traçabilité ou d'autres, hein, d'ailleurs, vos prestataires doivent s'adapter à votre jargon interne, ce qui coûte du temps, ce qui coûte de l'argent que vous payez pour information à chaque fois, alors que ça pourrait être mutualisé et ça pourrait être solutionné pour que d'une manière un peu plus standardisée, quelles sont les principales données, hein, pas tout le détail, mais celles qui servent, comme l'a dit Clarisse, au niveau stratégique, réglementaire et opérationnel, pour pouvoir répondre à ces sujets, traçabilité, impact environnemental ainsi. Donc c'est un travail qui est assez conséquent et qui ne peut se faire que de manière collective par principe, de toute façon. Voilà. Et nous, c'est des choses qu'on milite depuis plusieurs années avec le CSF et qu'on est ravis de voir arriver au fur et à mesure sur le secteur, mais on va être poussé effectivement, comme l'a dit Caroline, par les lois qui vont accélérer le sujet, malheureusement. C'est pour ça qu'il est important de s'y mettre collectivement. Alors du coup, derrière, ça fait du lien avec sécurité des données et confidentialité de sa chaîne de valeur et des données. Une question de Mathieu, est-il possible de crypter les données pour protéger la source? Alors, je pense que c'était plus une déclaration de Mathieu, mais effectivement, Oui, c'est possible, c'est sûrement il y a, possible. il y a plusieurs façons de faire sur la confidentialité, mais il y a plusieurs niveaux, hein. Je ne parle même pas du côté technique, il y a un côté gouvernance, principalement au niveau de la propriété des données. À qui appartiennent les données, qui a le droit de voir quoi et pourquoi? Cette question-là. Et là, forcément, on parle sur un pilote habillement, donc avec des marques. Quand on pose cette question dans un pilote textile ou alors qu'il y a eu des fournisseurs, on a un son de cloche légèrement différent. Ce qu'on a pu voir, on a aussi organisé, on ne l'a pas dit, mais des interpilotes sur lesquels on a mis ensemble toutes les entreprises des 4 pilotes. Donc, je ne sais plus combien on en est en tout, mais on en est dans la cinquantaine d'entreprises de mémoire. Et c'était assez intéressant de voir effectivement ces sujets. Il y a un sujet sur la confidentialité qui est principalement de la gouvernance. Après, les solutions technologiques, il y en a plein. Oui, on peut Mais elles crypter. ne solutionnent pas la gouvernance. C'est un vrai sujet qui a le droit de voir comme quoi, ainsi de suite. Et on s'aperçoit là sur le marché depuis ces derniers mois que les gros players, hein, donc de la fast fashion, mais aussi les gros groupes de luxe, sont effectivement assez puissant sur ce sujet-là et assez demandeur, ce qui peut alerter pas mal de fournisseurs qui commencent à avoir effectivement une inquiétude, puisqu'il y a un lien, la problématique, elle est à quel point je donne des données qui vont potentiellement aider à comprendre ma décomposition du prix et mon prix. Et là, on touche à un sujet stratégique voilà, de dépendance dangereuse, entre guillemets. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un vrai sujet de gouvernance et c'est important. On parlait des NDA, c'est important, effectivement, mais aussi dans le relationnel. Qu'est-ce que vous allez Et récupérer comme données, pourquoi? aussi, je crois qu'il faut ajouter de vérifier que les plateformes et les solutions ne s'approprient pas les données. Très très bonne question aussi. À qui appartient, qui a Je la veux dire, propriété des données? Comment je peux voilà, sortir de ces données-là? voilà. Et Quelles sont les comment je peux les relations entre moi? récupérer éventuellement, comment je peux les récupérer si je change de solution. Enfin, Et pareil pour c'est vos quand fournisseurs. même voilà, c'est un peu Un quand sujet même clé. des sujets à avoir en tête, hein. Voilà. Et donc voilà, sur la confidentialité et sur la sécurité, même sujet, enfin c'est la petite sœur entre guillemets de la confidentialité, mais on l'a vu en ces derniers temps avec tout ce qui est la cybercriminalité, il y a un vrai sujet aussi. Donc important aussi, c'est une porte ouverte, c'est un risque, d'où encore une fois ce que disait Caroline en amont, la DSI, enfin voilà, c'est Mm. important quoi. Important de discuter de ces sujets-là dès le départ et les embarquer dès le départ aussi pour les apprécier comme il le faut parce que c'est pas tous notre compétence et c'est important par contre qu'ils font partie du sujet depuis le jour 1. Voilà. Mais d'où l'intérêt à terme, parce qu'il y a très peu de solutions qui le proposent, de crypter les données pour les protéger. C'est sur une grosse thématique où là, il y a eu plusieurs questions et qui est un nouveau use case. C'est un peu sur le budget et le business model, justement, de la traçabilité, qui était à ce jour pas implémenté dans les business models des entreprises, qui est nouveau et qu'on a des difficultés sur le valoriser. Donc, un conseil qui est, il faut prévoir un budget, car la traçabilité est chronophage. Oui, en effet, c'est du temps, c'est un nouveau système, et oui, il est essentiel d'y consacrer un budget. Et quel est le coût? Du coup, on a une question qui va dessus, c'est quel est le coût de ces solutions? Sachant qu'en interne, les ressources humaines sont importantes à le déployer malgré tout. Donc, la solution ne répond pas à tous les coûts, hein, c'est parce qu'on paye une solution qu'on n'a plus rien à faire en interne, on a forcément des coûts. Et donc, quel est le coût des solutions? Donc, je vais vous laisser peut-être Stéphane répondre justement sur cette
coût et le business model à avoir. Alors, quel est le coût de ces solutions? Bon, ça, c'est être variable en fonction de leur offre. Nous, on s'est aperçu déjà que les offres de services étaient très différentes et très complexes du coup, parce qu'il n'y avait pas d'homogénéité sur la façon de présenter combien ça coûtait. Donc, ce qui rend de la complexité pour vous, marques, qui vont aller étudier le marché, parce qu'elles ne vendent pas la même chose, ni de la même façon, et leur pricing est différent en fonction du taux d'utilisation ou d'autres métriques, entre guillemets. Donc, vous sortir un coût par solution, c'est pas l'objet du webinaire déjà de 1. De 2, ça va pas être valable pour chacun d'entre vous. C'est un peu plus détaillé que ça. Néanmoins, ce qui est sûr, et je suis d'accord avec la remarque d'Isabelle, c'est qu'il n'y a pas que les coûts de la solution. Il y a les coûts effectivement du démarrage du pilote, qui est un coût à part entière. Il y a les coûts potentiellement d'intégrateur. C'est un petit peu nous ce qu'on fait cause, où on accélère l'intégration entre la solution et les marques. Et il va y avoir les coûts que vous ne payez pas forcément tout de suite, mais qui peuvent revenir sur le devant de la scène après, ceux de vos fournisseurs qui s'engagent dans cette démarche. On a entendu aussi des feedbacks en disant, bah, attendez, vous voulez de l'information, ok, mais ça va coûter en plus, parce que c'est du temps en plus, donc du coup, bah, je vais vous le refacturer en plus. Donc il y a un peu ces 4 zones de coûts. On a essayé de travailler avec les 13 marques sur est-ce qu'on est capable de mettre comment dire, une méthodologie pour calculer le retour sur investissement, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, d'un outil de traçabilité. On n'a pas eu assez de temps pour finir ce travail-là, qu'on espère pouvoir continuer dans un prochain temps et d'une autre façon, mais c'est très intéressant et c'est vrai qu'il y a différentes perceptions autour de ça qui méritent d'être travaillées. Et par contre, ce qui est important aussi en warning par rapport aux freins que vous pouvez avoir, c'est que quand on reprend ce qu'on faisait il y a même pas quelques mois, il n'y avait pas de traçabilité. Donc en coût, zéro pour la direction. J'insiste, s'il y a des PDG dans la salle, c'est une question de Stéphane de Trust Race. Aujourd'hui, c'est important de leur dire qu'effectivement, quand ils regardent sur leur bilan, 2021, 0 euros sur la traça. 2022, 2023, par la force des choses, je suis obligé d'investir. Et c'est des investissements qui, en fonction de la taille de son entreprise, peuvent être conséquents d'un coup. On parle d'IT, donc pour tous ceux qui ont un peu touché au projet d'IT, tout de suite, c'est plusieurs milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros en fonction de la taille de son entreprise. Donc ce n'est pas une toute petite incidence. Et comme la mise en place d'un outil de traçabilité n'apporte pas un retour immédiat, sonnant et trébuchant, il y a une courbe d'apprentissage, aussi bien en interne qu'avec la solution, qu'avec ces chaînes de valeur, forcément la rentabilité, elle est un peu plus longue à venir. Donc c'est très important d'arriver à bien faire prendre conscience de ce sujet-là et que c'est une logique d'investissement, aussi bien en interne sur ses ressources et sur plusieurs années. Mais c'est pas facile de calculer le retour sur investissement là-dessus. Néanmoins, oui, tu as complètement raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte. C'est clair, ça coûte. Donc, il y a des exigences réglementaires qui, de toute façon, vont s'imposer et qui coûtent. Mais du coup, dans les stratégies de marque, elles doivent, et à un moment, j'allais dire, je crois que c'est Caroline qui l'a dit, aussi se dire comment je vais communiquer les efforts faits vis-à-vis de mes clients. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous réfléchissiez à comment valoriser cet investissement. On voit que les consommateurs, alors bon, ils sont parfois un peu, j'allais dire, pas toujours logiques, hein, puisqu'ils vous disent qu'à la fois la mode durable c'est génial et à la fois ils asset shine. Donc bon, mais comment vous, en tant que stratégie d'entreprise, vous exprimez, vous informez vos clients, vous en faites une stratégie d'entreprise sur des thèmes très particuliers. C'est pour ça que les indicateurs spécifiques à vos besoins sont très importants pour, j'allais dire, qu'il y ait une traduction en termes marketing et de communication avec les clients. Parce que si vous faites de la traçabilité, point barre, et puis vous dites, ça y est, j'ai tracé, oui, ça fait pas de chiffre d'affaires en plus, hein. Enfin, faut être honnête, hein. Je veux dire, donc il faut l'accompagner d'une vraie politique marketing, une politique de marque. Ça doit rentrer dans la politique de marque. Et peut-être qu'on peut faire du lien justement avec la question d'après, parce que le sujet des cotons ouïghours, qui est lié aussi au devoir de vigilance et de sa supply chain, est un sujet à prendre en compte. On peut peut-être faire le parallèle par rapport avec les États-Unis. Stéphane, si tu veux compléter sur cette thématique en lien avec la traçabilité. Ouais, merci Stéphane pour cette question-là. C'est plus une histoire de gestion de risque là sur le coup. Donc le fait d'avoir une stratégie de mettre en place de la traçabilité, effectivement, vous permet de répondre à votre devoir de vigilance. De commencer à y répondre, donc d'être de plus en plus conscient de ce qui se passe et du coup de plus en plus facilement mesurer où sont les zones de risque. Et après, au niveau réglementaire, effectivement, ça vous permet de zoomer si tant est que vous trouvez
des problématiques, on va dire, à travers la traçabilité. Manque d'accès à l'information de certaines chaînes de valeur sur lesquelles il va falloir creuser, ainsi de suite. Ça vous permet de mieux doser, donc j'ai envie de dire aussi de mieux gérer votre budget sur la mise en conformité et le respect des réglementations. C'est aussi un sujet que la traçabilité peut vous amener à déjà automatiser, industrialiser cette démarche-là que vous faites déjà de manière native depuis pas mal de temps sur la conformité sociale et environnementale. Ça va l'accélérer, ça va l'industrialiser, ça vous permettra aussi de vous focuser sur les zones d'ombre, là où vous avez des difficultés à récupérer l'information. Enfin voilà, c'est un indirect de cause à effet. Plus c'est difficile, plus il y a un sujet. Soit c'est purement commercial, soit il y a autre chose. Donc ça vous permet aussi de plus gérer ça. En tout cas, pour reprendre les termes de la question, il n'y a pas de. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment que ça serve comme argument d'opposabilité s'il y a un souci réglementaire. De toute façon, ça vous permettra de mieux l'anticiper et potentiellement d'apporter des preuves de votre bonne foi. Après, ça fait pas tout non plus. Alors, j'ai envie de répondre à Mathieu Schall qui dit oui, seule une solution, un test ADN isotopique permettra de répondre. L'IFTH est en train de regarder ça. Effectivement, si on peut, effectivement, j'allais dire, lier je veux dire, avoir une indication de l'origine véritable de la fibre. Enfin, Ça bon, fait, voilà. ça fait Mais partie enfin, c'est un peu de notamment. travail quand même, hein. Oui, C'est c'est un des peu de travail solutions, quand même. tout à fait. C'est fait partie des solutions de traçabilité physique, comme on les appelle, qu'on a regardé avec le CSF il y a 2 ans déjà. Effectivement, ça se développe et c'est intéressant. Néanmoins, encore une fois, pour rebondir là-dessus, il y a plus la traçabilité, c'est pas aussi simple, c'est pas une traçabilité, il y a plusieurs traçabilités. Vous avez la traçabilité papier que tout le monde connaît, les certifications, ainsi de suite, mais facile à tricher, entre guillemets. Vous avez là ce qu'on vient de parler aujourd'hui, très focus sur la traçabilité digitale. Et après, il y a la traçabilité physique, effectivement, sur laquelle on va pouvoir, dans le produit, à l'intérieur du produit même, le tracer d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas des choses qui s'opposent, c'est des choses qui se rassemblent plutôt et qui vont venir effectivement être un bundle. Mais bon, dans la première étape, c'est déjà de mettre en place un outil de traçabilité digitale qui va vous permettre effectivement de commencer à travailler sur le sujet et de Oui. renforcer ce que vous aviez potentiellement par le passé si vous travaillez sur des certifications ou autres qui sont plutôt certifications papier. Mhm. Voilà. Très bien, merci. Alors, on avait une petite question de Nathalie qui disait, savez-vous si ce sujet de traçabilité est aussi pris en main dans d'autres domaines plus professionnels comme les EPI, le linge de maison et d'autres acteurs publics? Donc là, c'est un pilote traçabilité sur la filière habillement, mais il y a 3 autres pilotes qui sont menés, dont un sur le textile. Et dans le pilote textile, il y a d'autres marques, et dont certaines qui font des EPI. Et il y a des produits aussi, du linge de maison et autres. Donc, ce n'est dans la diversité des acteurs, finalement, on se retrouve tous soit dans un seul pilote, soit même sur plusieurs pilotes. Non, mais ça, Donc j'allais oui, dire, les solutions de traçabilité peuvent évidemment s'appliquer à d'autres acteurs que l'habillement, hein, que ce soit même les textiles techniques, les EPI, hein, le linge de maison, ça c'est clair. tout à fait. Mais dans les autres, oui, ces produits-là seront tracés aussi. Mais ça va être aussi toujours la même chose, hein, sur quoi, qu'est-ce que vous voulez tracer. Donc, Tout à fait. Alors, j'avais une autre question de Chloé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous lister les 22 plateformes étudiées et les 7 qui ont été challengées? Je vous laisse répondre sur ces sujets justement de tous les benchmarks qui ont été faits et qui vont être faits et mis à jour. Bah, ça fait partie effectivement de les prochains travaux. On ne va pas revenir sur ce qu'on a fait par le passé, mais effectivement, dans la suite des travaux, il y a un travail sur cette cartographie de ces solutions de traçabilité qui va être lancée effectivement par le défi, sur lequel voilà, ça vous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur ça. Aujourd'hui, le but parce que n'était pas de dépasser. si vous voulez, nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on avait, il y a un travail très exhaustif qui avait été fait il y a maintenant 2-3 ans. Oui, 3 ans, je pense, sur les marques qui existaient. Honnêtement, ça a tellement évolué que je pense que ça ne sert à rien qu'on vous donne la liste de toutes les solutions qu'on a analysées. Certaines ont disparu, de nouvelles sont apparues, et puis certaines qui n'apparaissaient pas très intéressantes à l'époque se développent. Donc, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux attendre la nouvelle cartographie, quoi. Ça sera plus efficace pour vous que de vous redonner le travail qu'on a fait, qui est vraiment maintenant, bon, quasiment obsolète, quoi.
parce que ça bouge énormément. Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a aussi de l'intelligence artificielle qui se greffe. Enfin bon, donc franchement, c'est je veux dire, aujourd'hui, c'est très, très différent de ce qu'on a fait comme travail. Bon, Merci Clarisse. on va bientôt finir, non? Éventuellement. Il nous reste encore un peu de temps, s'il y a des questions, et j'ai 2-3 questions encore à voir. Je vois une question qui n'ont pas été répondues, donc de Ruby. Si les solutions de traçabilité ont-elles beaucoup aidé dans la récupération des données auprès des fournisseurs? Effectivement, une question intéressante pour le pilote textile. Oui, elles ont aidé à différents degrés, mais comme vous l'avez pu le voir avec le témoignage de Caroline, effectivement, dans certains cas, c'est pris en charge, dans d'autres, c'est pas la façon de fonctionner. Dans tous les cas, il y a une hotline plutôt technique. Donc voilà, mais encore une fois, à notre sens, c'est une collaboration entre les marques, leur chaîne de valeur et la solution qui sera la plus performante. Voilà. C'est un changement de business model, hein, pour les marques, honnêtement. Je veux dire, on sort d'un business model de surproduction où voilà, on faisait le moins cher possible sans trop regarder comment c'était fait, où c'était fait, etc., etc. De toute façon, les marges étaient, je veux dire, terriblement, je veux dire, importantes. Là, c'est un changement de business model où effectivement, connaître votre chaîne de valeur et collaborer avec votre chaîne de valeur, c'est un élément concurrentiel. C'est différent. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un changement de modèle économique. Et du coup, la dernière question qu'on a dans le chat concernant de Belinda. Donc, concernant le multisourcing sur un produit AGEC, indiquer le lieu de production majoritaire, mais des clients distributeurs nous parlent qu'on pourrait être obligé d'avoir qu'une seule source par EN. Qu'en est-il légalement? Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule source de sourcing. Le multisourcing va continuer à exister. La question, c'est est-ce que vous êtes capable de donner l'information qu'on demande dans le cas d'un multisourcing, donc au niveau transactionnel. J'en revenais à tout à l'heure, hein, c'est vraiment important. On ne changera pas, hein, vous aurez tout le temps du multisourcing. On ne va pas commencer à changer, avoir un monosourcing à chaque fois, c'est pas possible, on n'y viendra pas. Donc c'est plutôt le marché et les solutions qui vont s'adapter à la réalité, plus que l'inverse, de toute façon. Mais aujourd'hui, si j'étais simpliste et que je voulais avoir effectivement ma réponse rapidement et fiable, si on avait des monosourcing, de monomatières, ainsi de suite, tout serait plus simple. C'est pas le cas. C'est Oui, la parce que beauté et même la un complexité vêtement, de il n'est notre pas secteur. monomatière. Non. Hein. Voilà, donc de toute façon, vous aurez toujours des multisourcing, vous aurez plusieurs composants sur un produit. Voilà, c'est toute la complexité et la beauté de notre secteur. Il faut que les solutions de traçabilité soient capables d'intégrer cette granularité, cette complexité à la commande. Et après, on y va étape par étape, une fois que vous avez commencé vos travaux, comme l'a dit Caroline tout à l'heure. On commence par la matière principale et ainsi de suite. Et je vous conseille une forte transparence avec vos clients, notamment distributeurs, pour leur faire part de la réalité du terrain. Ne vous inquiétez pas, eux aussi sont dans le même sujet, donc je pense qu'ils le comprennent. Mais voilà, qu'il y a étape par étape. Mais effectivement, il faut comprendre aussi que de l'autre côté, je l'ai dit, les metteurs sur le marché sont responsables, légalement parlant. Parfois, on a du financier, on a aussi du pénal sur certains sujets. Donc, ça devient un peu plus important. C'est pour ça il est clé, entre guillemets, de pouvoir se mettre à la traçabilité assez vite pour pouvoir voilà, faire en sorte de répondre aux obligations réglementaires, entre autres, et que ça peut devenir effectivement touchy sur certains sujets. Mais en tout cas, non, le multisourcing existera toujours. Il faut que donc, la solution à laquelle vous travaillez puisse s'y conformer. Ouais, j'ai peut-être un complément d'information sur un des premiers graphes, justement, sur les résultats de la traçabilité. Là, on vous a schématisé les résultats de la traçabilité sur la matière principale. Mais c'est évident que les solutions travaillaient sur 100% des composants, sur toute la chaîne de valeur. Donc, peut-être que le résultat, finalement, du produit, sur la matière principale, on a eu un élément bloquant qui fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'à la fibre. Mais peut-être que sur la doublure, on était quand même allé jusqu'à la fibre parce que sur certains produits, il y avait des nomenclatures pouvant aller à 10 articles. Donc, ils ont tracé non seulement l'ensemble des matières, mais aussi l'ensemble des composants. Donc, du coup, là, on ne précisait que cet élément principal, sinon on s'en sortait pas dans les graphiques et ça voulait plus forcément dire quelque chose. Mais tout le travail a été fait sur l'ensemble des composants. Donc, ça a multiplié le nombre de fournisseurs embarqués. Qui était très impressionnant pour ces 65 produits. On est allé à plus de 250 fournisseurs embarqués. Donc, c'était vraiment le périmètre sortait de juste ce graphique-là qui nous montre que la matière principale.
Donc, il y a plein de questions sur ce qu'il faut faire pour AGEC. Donc, Belinda, je vois votre dernière réaction. Déjà, une ressource, entre guillemets, sur la FAQ qu'on a au niveau gouvernemental, mais il me semble aussi, et Clarisse, tu me corriges, que vous avez travaillé aussi sur une FAQ un peu plus détaillée Ouais. pour notre secteur, qui doit être disponible. Ça, Alors, je on sais a pas trop. travaillé, oui, entre défis et FTH, on a travaillé là-dessus et on a aussi des formations loi AGEC qui sont à disposition sur le site de l'IFTH parce que ifth.org, donc c'est assez facile, parce que c'est compliqué. Un des points, oui, qu'il faut bien avoir en tête pour les marques, c'est que la loi AGEC, pour les marques qui rentrent dans la loi AGEC, il y a effectivement un transfert de responsabilité qui migre vers la marque. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire, ah oui, mais c'est mon sous-traitant qui m'avait dit que j'étais au Ecotex, et si c'est pas vrai, la marque devient responsable. Donc, ça devient compliqué. Et puis, en même temps, il faut être très précis sur ce qui est aujourd'hui demandé. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc il faut être très, très précis. Et on a effectivement, on peut aussi faire des diagnostics allégations. Hein. Je veux dire, rapidement, en 2 heures, on balaye. Parce que, voilà, ça commence à être très compliqué. Et encore, il n'y a pas encore de niveau européen. Donc, Et bon. merci effectivement Adeline qui réagit aussi donc de la FAPF sur le fait que la FAQ sera mise à jour grâce au travail des fédérations. Donc voilà, premier sujet, allez sur la FAQ effectivement qui est disponible le gouvernemental pour tout le monde. On va Ça la vous donnera des renvoyer informations. on va la renvoyer dans un e-défi, hein, Élise. Je veux dire, on va refaire une piqûre de rappel avec le travail fait par les marques, par IFTH, par nous, pour que vous ayez voilà, le vrai sujet. Voilà. Ensuite, sur ces questions-là de AGEC, Rome, c'est pas fait en un jour, donc vous, ça sera pareil. Ça serait l'idéal qu'on ait tout, mais voilà. Donc l'idéal, de nouveau, Belinda, pour répondre à votre question, ça serait d'avoir sur tous les composants et à l'intérieur des composants l'information des fournisseurs, de tout ça. Donc imaginons que on est capable de le retraduire. Hein. Après, c'est un sujet de communication, mais à terme, c'est ce qu'il faudrait avoir idéalement. Aujourd'hui, on n'est pas là, donc encore une fois, c'est un chemin. La traçabilité, il faut commencer étape par étape et de manière stratégique. Donc, comme l'a dit Caroline, commencez par vos matières principales en termes de poids. J'insiste, donc voilà, et au fur et à mesure, donner ces informations-là, et c'est déjà une preuve de bonne foi par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Mettez en place votre stratégie, votre outil de traçabilité, et ça va prendre plusieurs années, mais en tout cas, ce sera de la progression. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir la vitesse de progression plus que bon, soit parfait et compliant à 100% sur la loi. Et c'est aussi, je pense, mais ça, je ne vais pas me porter à leur place, mais ce que regardera celui qui viendra vérifier, à savoir la DGCRF. Oui, C'est le seul danger, alors enfin nous au défi, ce qu'on dit, c'est que bon, la DGCCRF, ça peut être effectivement un problème, mais le pire, c'est les associations activistes qui peuvent vous prendre de plein fouet. La DGCCRF, bon, elle est bien consciente que c'est quelque chose qui se met en place. L'association activiste, si elle a décidé de se faire votre marque, moins, pour parler clair. Voilà. Donc, du Donc coup, là, on arrive arrive au temps. ouais. Oui, Je vois tout à qu'il y a pas fait. de questions. Donc Il y a pas de- je voulais aussi remercier toutes les fédérations qui sont là aujourd'hui, qui nous ont Ouais. accompagnés sur tout ce projet. C'était un chouette travail collaboratif. Donc merci On à a une main tous. levée, Vanessa. David, ça c'est plus toi, Elise, qui gère les micros. Les mains Mais on a levées. une main levée de Ok. David Carmona. David, ouais, Carmona. Alors attendez, je cherche. David. Regardez la main levée, David sera plus simple. Ouais. Oui, Il est classé à on est D. nombreux. David ok. Carmona. On autorise donc le micro exceptionnellement pour conclure. Allez. Allez. Allez, zou. Bonjour David, normalement vous pouvez parler. On va vous entendre, normalement. Bon, alors, vous nous parlez plus? Bon. Bon, peut-être une erreur de main levée, c'est pas grave. Bon. Vous savez où nous joindre quand même. Voilà. C'était mon erreur, pardon. Donc du coup, effectivement, merci à je te laisse conclure, Vanessa.
Oui, juste peut-être que les liens pourront être renvoyés. Donc, le webinaire sera disponible et vous sera renvoyé par la suite, ainsi que tous les liens pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur le rapport qui est public de l'ADEME sur toute notre étude et sur nos 1 an et demi de travail sur ces thématiques, et avoir la suite sur les autres pilotes qui sont en cours actuellement. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Merci.